Alors, je vais faire ma présentation en français. Donc, je vais vous parler, en fait, principalement de matrices partitionnées. Et en fait, pourquoi? Parce que, en fait, il y a différentes raisons qui nous permettent, ou qui me permettent un petit peu de dire que ça peut présenter un intérêt en sensométrie, chimiométrie, de s'intéresser à ce type particulier de matrice. Donc, il y a nécessité, grosso modo, à définir un cadre algébrique pour ces matrices. Donc, en fait, ma présentation, elle va se dérouler en 3 parties. Je vais revenir sur les motivations et les objectifs de cette présentation. Je vais lister quelques problématiques et quelques contributions parce que ce travail, en fait, il est toujours en cours et je terminerai par des conclusions et des perspectives. Alors, je vais en fait considérer la chimiométrie à partir de 2 composantes. Donc, ça veut dire les données, c'est-à-dire les différentes structures des données qui génèrent la chimiométrie et la sensométrie, et les modèles ou les méthodes que je vais considérer ici comme une séquence d'algorithmes. Et en fait, ces algorithmes impliquent en fait du calcul matriciel. Donc, nous sommes tous d'accord que, en fait, le calcul matriciel est une composante essentielle de ces 2 disciplines. Mais, comme vous l'avez certainement constaté, en fait, on voit dans l'apparition de ces données et ces méthodes, ces algorithmes, des matrices associées à ces matrices, en fait, sont associées des partitions, une ou plusieurs partitions. Alors là, j'ai listé quelques exemples. Donc, le premier exemple, en fait, cette partition peut être une part importante des données. C'est le cas, par exemple, des données multiblocs, dont Véronique vient de donner un exemple. La partition peut être aussi une part de la méthode, lorsque, par exemple, on vise un objectif de classification, par exemple, par approche de partitionnement. Et en fait, la partition, en fait, peut être cachée, apparaît, en fait, au niveau des algorithmes. Par exemple, lorsque on veut utiliser une procédure de cross-validation pour la sélection, par exemple, de dimensions. Éventuellement, on peut considérer que les données manquantes, en fait, sont des données partitionnées avec des données présentes et absentes. Donc, l'hypothèse de travail est le suivant. En fait, on souhaite formaliser un cadre pour ces matrices partitionnées. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on veut introduire des règles et des concepts spécifiques à ces matrices partitionnées. Et on souhaite également essayer, on espère que ce cadre-là va nous permettre en fait d'apporter des solutions algorithmiques ou autres au niveau, par exemple, qui peut avoir un intérêt soit en chimiométrie, soit en sensométrie. Donc, en fait, l'hypothèse de travail est la suivante, c'est-à-dire, classiquement, on utilise l'algèbre matricielle en sensométrie et chimiométrie, et notre hypothèse, c'est peut-être que ce calcul matriciel, c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt ici, c'est vraiment une algèbre basée sur les matrices partitionnées. Alors, lorsqu'on a commencé ce travail, la première question qui s'est avérée intéressante, c'est en fait l'existence de différentes classes de matrices partitionnées. Alors, vous avez ici quelques exemples. Déjà, une matrice partitionnée, c'est tout simplement une matrice dans laquelle on dispose d'une partition des positions de ces éléments. Donc, pas de ces éléments, mais de partitions de ces éléments. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, différentes matrices partitionnées, coloriées, chaque bloc est colorié d'une manière différente. Et on peut observer, en fait, qu'il est possible que ces matrices partitionnées possèdent des blocs qui ne sont pas des matrices.
Il est possible aussi que lorsque les blocs sont dimatrices, l'organisation globale de ces blocs ne forme pas une matrice, et pour arriver à la fin à une matrice qui est relativement, on va dire, agréable et intéressante, enfin, on va dire facile à manipuler, qui est la matrice dans laquelle la partition sur les positions se percute sur les lignes et sur les colonnes. Alors, pour différentes raisons, nous allons en fait établir cette algèbre ou l'étude sur ce type de matrice. Et pour en fait les distinguer par rapport à d'autres types de matrices, on va les appeler des blocs matrices. Alors la définition, en fait, elle est très simple. Elle implique en fait ce qu'on appelle la partition d'un entier. Donc si on a un entier n, et on peut l'écrire comme somme d'autres entiers, on parle de la décomposition de l'entier n en cas parts, qui sont les cas entiers qui constituent n. Une fois qu'on a cette définition d'une partition d'un entier, on peut faire la même chose pour un couple d'entiers, ou pour un paire d'entiers, en considérant en fait une partition pour le premier entier, pour le deuxième entier. Donc en fait, ce qu'on va appeler une bloc matrice, c'est une matrice associée d'une partition de sa dimension. Et donc on peut en fait, cette double partition, on l'appelle la bloc dimension. Et en fait, on peut adopter une notation classique. Lorsqu'on a une matrice X, on a la dimension NP. Et là, on va juste mettre les deux partitions pk et pk bar pour dire qu'on a à disposition une bloc matrice. Donc la première, parce qu'en fait, on vise quand même quelque chose qui présente un intérêt pratique. Donc la deuxième question qui s'est présentée, c'est comment manipuler ces matrices dans un environnement de calcul scientifique, c'est-à-dire sous un logiciel. Et là, en fait, on a essayé, en collaboration avec David Legland et Gaston Sanchez, en fait, essayer d'utiliser ça, c'est-à-dire de définir un petit peu quelle est l'architecture sous-jacente qui permet cette implémentation-là. Donc voilà comment ça se passe en fait dans l'environnement matrice, bloc matrix Toolbox. On dispose d'une matrice et on va en fait définir un objet dans cet environnement qu'on va appeler bloc matrice par un simple constructeur en spécifiant la dimension, la partition ligne et la partition colonne. Et on peut revenir en fait, on peut passer d'une bloc matrice à une matrice. Donc il y a des possibilités comme ça où on peut en fait revenir à considérer cette bloc matrice comme simple matrice en supprimant la bloc dimension, etc. Alors un des aspects importants également dans la gestion de ces blocs matrices, c'est en fait la taille. Contrairement aux matrices où on a une seule taille, c'est la dimension de la matrice, il s'avère ici que pour les blocs matrices, on a différentes tailles. Par exemple, on peut parler de la partition des lignes, de la partition des colonnes. On peut parler de la dimension de la matrice qui est à la base de cette bloc matrice. On peut aussi parler de la bloc dimension, qui est le nombre de blocs lignes et le nombre de blocs colonnes. Donc, dans cet environnement-là, on a en fait étendu toutes les manipulations basiques pour les matrices. C'est-à-dire qu'on travaille dans cet environnement-là comme si on travaille sur des matrices, sauf qu'on a des entités qui sont des blocs matrices. La troisième question, qui est peut-être la plus importante, tout le monde sait que le produit matriciel joue un rôle important pour définir les modèles et dans les algorithmes. Et en fait, une des questions qu'on a abordées ici, c'est comment étendre ou comment proposer des produits matriciels spécifiques aux produits ou matrices ou blocs matrices. C'est-à-dire, il s'agit, sachant des produits matriciels classiques, comment
on peut envisager des stratégies permettant d'effectuer des produits entre matrices. Donc, nous avons, cette réflexion nous a conduit à introduire 15 produits qui sont ici. Ce qui est intéressant concernant ces produits, qu'il y a une grande partie qui est proposée déjà dans la littérature, ce qui est rassurant. Et d'un autre côté, lors de ce développement-là, on a pu montrer en fait qu'il y a une logique commune entre ces produits, c'est-à-dire qu'on peut présenter comment chacun de ces produits ont été obtenus à partir des produits matriciels. Ces produits sont également implémentés dans cette toolbox. Donc, on peut faire ces produits-là. Et là, je vais terminer avec une autre question. C'est quel intérêt peut présenter ce travail préliminaire dans un cadre, par exemple, de méthodes chimiométriques ou sensométriques. Donc, en fait, là, je vais vous présenter un petit peu un exemple qui consiste à dire, après tout, cette réflexion peut être intéressante dans le sens qu'elle va nous permettre d'implémenter d'une manière relativement rapide les algorithmes à la base des méthodes chimiométriques ou sensométriques. Donc là, j'ai pris un exemple de données multiblocs avec une méthode qu'on appelle MaxBet. Je l'ai pris parce que cette méthode-là constitue un prototype algorithmique, c'est tout. Mais on aurait pu prendre une autre méthode. Et donc, en fait, pour cette méthode, classiquement, on a un algorithme qui permet de calculer ces solutions. Et en fait, tout le travail de gain de temps va consister à écrire ces algorithmes dans la nouvelle formulation algébrique, qui va s'écrire ici en fonction des produits qu'on a introduits. Et en fait, au moment de l'implémentation de ces algorithmes, si vous adoptez une approche classique d'implémentation directe, par exemple dans MATLAB ou sous R, eh bien, vous aurez à gérer un certain nombre de... Enfin, vous êtes amené à écrire relativement beaucoup de code qui va être simplifié dans la nouvelle algèbre par le biais de ces toolbox. Alors, en conclusion, ce travail, bien évidemment, c'est un travail préliminaire, mais il y a un certain nombre de progrès. Notamment, on a clarifié la définition et le vocabulaire associé à ces matrices partitionnées. Nous avons surtout introduit et unifié 15 produits. Un premier travail de connexion de l'intérêt éventuel en sensométrie et chimiométrie. Et en fait, un travail qui est encore en cours parce qu'il faut ajouter d'autres fonctionnalités concernant la proposition de 2 environnements qui nous permettent de travailler sur ces matrices ou sur ces objets. Alors, il y a beaucoup de conclusions parce que ce travail, ça constitue plus une ouverture. Mais je vais vous en citer une qui va certainement faire le travail et qui va être vraiment l'étape prochaine, c'est-à-dire au cours de cette année, on va aborder cette question. Finalement, en fait, si vous formulez l'ACP, vous pouvez la formuler en fonction du produit matriciel usuel. Et en fait, si on prend des données partitionnées, on a 15 façons différentes d'écrire un modèle d'ACP, entre guillemets. Donc, dans la pratique, nous sommes conscients que ces 15 extensions de l'ACP ne sont pas toutes utiles, soit en sensométrie ou en chimiométrie. Mais ce qu'on espère, c'est d'identifier 2 ou 3 extensions de cette ACP qui peuvent s'avérer utiles en sensométrie et chimiométrie. Et ça sera certainement le travail qui va être présenté, je l'espère, prochainement. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. We have time for 1 or 2 questions. Yeah, I have a question. How tensor analysis goes into this framework? Tensor analysis? Yeah. Yeah. Any connection whatsoever? Or? Yes.
Donc lorsqu'on a des données 3 voies, ou ce qu'on appelle des données tensorielles, on peut également définir ce qu'on appelle des blocs tenseurs. Ceci peut se faire vraiment d'une manière relativement à ce que ce travail un peu générique, dans le sens qu'en fait, on va tout simplement considérer qu'un bloc tenseur, c'est un tenseur associé muni d'une partition de ces 3 entrées. Et la réflexion sur les produits peut être menée dans ce cadre-là. Il faut dire que même avec l'approche bloc-matrix, on peut aborder jusqu'à des tenseurs, mais partitionnés selon uniquement une entrée. C'est-à-dire qu'en fait, si on a par exemple, comme dans le cadre par exemple de la métabolomique, on a en fait des données 3 voies partitionnées par les individus, on peut en fait gérer ces objets-là comme étant des blocs matrices. Mais cette réflexion, elle est très complexe. Et notre priorité, c'est vraiment, comment dirais-je, montrer par des arguments solides l'intérêt de ce cadre nouveau en sensométrie, chémiométrie.